Bonjour, nous sommes le 10 janvier 2014 et ce que je vous dis dans ces petites vidéos que j'essaie de faire une fois par semaine, j'essaie d'être sérieux, même si je prends parfois un ton un petit peu ironique ou moqueur. Ce que je dis n'est pas nécessairement grave au sens de la gravitas. Il n'y a pas toujours beaucoup de, comment dire, de solennité dans ce que je dis, mais parfois je suis obligé de le faire. C'est l'actualité qui m'oblige. Bon. Alors aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose d'un peu différent. Je vous parle en général en économiste, entre guillemets, un économiste que je suis devenu, ou en spécialiste de la finance. Je vous parle de la politique aussi. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler en tant que représentant de la discipline dont je suis membre. Bon, j'ai fait des études de sociologie, mais je ne me considère en général pas véritablement comme un sociologue. Je n'ai jamais vraiment, je dirais, fonctionné dans les instances de la sociologie. Mais à une époque, j'étais un anthropologue. Et j'étais anthropologue, d'abord étudiant, puis enseignant dans une université prestigieuse où on fait l'anthropologie très sérieusement. Où c'est une science à proprement parler. Ce qui est un peu, comment dire, c'est un peu difficile de dire ça dans des pays, quand je m'adresse à des gens qui vivent dans des pays où on considère l'anthropologie comme étant une science molle, comme on dit. Ben là non, en tout cas j'ai pratiquer l'anthropologie à un endroit où on considérait que c'était une discipline de type scientifique et où on le faisait avec beaucoup d'applications, de manière très consciencieuse, et ça m'a fait très plaisir de le faire dans ce cadre-là pendant un certain nombre d'années. On m'a dit récemment que j'aurais dû continuer à le faire parce qu'apparemment une décision de m'empêcher de continuer à le faire dans ce cadre-là était illégale, mais il a passé beaucoup d'eau sous les ponts et ça m'a donné l'occasion de toute manière de faire d'autres choses très très intéressantes. Je voulais vous parler de la chose suivante. C'est des peuples, la manière dont ils se représentent, dont les autres se représentent, et dans la manière dont ils se traitent les uns les autres. Alors je vais parler de ma discipline, parce que ma discipline, on s'y conduit pas nécessairement mieux que dans les autres. Ce que j'ai reproché l'autre jour sur France Culture, à la manière dont les économistes traitent en tant que représentants d'une discipline, la manière dont ils s'y traitent les uns les autres, ça vaut d'une certaine manière dans ma discipline aussi. Et une chose dont je voudrais parler, c'est la suivante. C'est la manière dont les anthropologues, en tant que représentants d'une discipline, traitent les anthropologues, leurs membres, quand ils disent des choses d'une manière dont ils jugent, et je viens de relire rapidement un petit passage à ce point de vue-là, quand ils ont des problèmes de relations publiques, en disant à certains représentants de la profession, nous ne disons pas, nous les anthropologues en tant que corps constitué, que ce que vous dites est faux, nous disons simplement qu'il ne faut pas que vous le disiez, parce que ça donne une mauvaise image de notre discipline. Et ça, c'est aussi tragique quand ça se passe en sein de l'anthropologie qu'ailleurs. C'est faire taire les gens parce qu'ils disent des choses qui ne conviennent pas. Et les gens auxquels je pense, en particulier M. Colin Turnbull et M. Napoléon Chagnon. Mais je parlerai d'autres. Je mettrai d'autres dans cette catégorie dont vous n'avez jamais entendu parler, pour la raison que je dirai. Alors, M. Colin Turnbull, c'est un monsieur qui, dans les années 60, a écrit un livre sur les Hik, une population de l'Ouganda. Il les a représentés comme des gens hyper individualistes, comme des gens qui auraient lu Hayek et Friedman et qui auraient voulu mettre ça en application. Il les a présentés comme des ultralibéraux et ça a fait un scandale dans la profession. Il faut dire que les Hik, au moment où il a rendu visite, étaient des gens qui avaient été déplacés. On avait créé un parc national, on les avait déplacés de leur territoire traditionnel. Il s'est trouvé là aussi durant 2 années d'immense sécheresse. Et il a décrit le comportement des Hik les uns vis-à-vis des autres. Vous trouverez ça. Il y a d'ailleurs une pièce qui a été faite, une pièce qui est devenue un très grand succès. Ça a été mis en scène par Peter Brook, sur la manière dont les gens peuvent se traiter avec inhumanité les uns les autres. Alors il y avait des raisons circonstancielles, liées aux circonstances dans lesquelles se trouvaient les Hik au moment où Turnbull était là. Il y avait aussi des raisons culturelles. Il n'a pas tout inventé. Je dis ça à l'intention des gens qui considéreraient que Turnbull a tout inventé en représentant les Hik comme il les a représentés.
C'est un peu un scandale. Sa carrière en a été affectée. Et il y a un autre monsieur qui s'appelle Napoléon Chagnon. Lui, il ne se trouvait pas en Afrique, il se trouvait en Amérique du Sud. Il a étudié les Yanomami, c'est un grand spécialiste des Yanomami, et il se trouvait en grande difficulté pour la manière dont il a représenté les Yanomami. Il les a représentés comme une population guerrière, soucieuse essentiellement de faire la guerre. Les Yanomami sont une population essentiellement au Venezuela, dans la partie amazonienne du bassin de l'Amazone. Il y a d'autres sociétés de ce type-là. Il y a les Achats, dont a parlé Philippe de Scola, et je me souviens très bien d'un exposé qu'il a fait au séminaire de Lévi-Strauss, où il avait expliqué que les Achats avaient deux champs, un champ pour aller à la guerre et un champ pour revenir à la guerre. Je ne vais pas vous expliquer qui sont les Jivarous, parce qu'on en parle longuement dans les Tintin l'oreille cassée. Il y a des populations en Amazonie qui sont des populations comportement extrêmement brutales, des cultures fondées sur la guerre. On fait circuler sur l'internet, et j'ai encore reçu récemment une copie de ça. C'est une petite vidéo où on voit des représentants d'une de ces ethnies du bassin de l'Amazone, et on leur montre un petit film. En particulier, on leur montre quelqu'un débarquant sur la Lune, et on leur fait parler de ça et d'autres choses. Et ils nous disent, avec beaucoup de sagesse, que la Lune s'est fait pour éclairer, qu'il ne faudrait pas envoyer des gens se promener là-dessus. Ils parlent des animaux, ils disent qu'il faut respecter les animaux, qu'on est très triste quand on doit tuer un animal pour se nourrir. Il y a une question qui leur est posée indirectement, parce que la personne qui a fait la vidéo veut véritablement les représenter comme des bons sauvages au sens de Rousseau, nobles sauvages. Et ils disent, bah oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a des gens qui viennent et qui nous massacrent, et puis ils volent nos femmes, et nous on est bien obligé d'aller à la poursuite pour reprendre un nombre de femmes équivalent, parce que sinon on ne pourrait pas continuer, etc. Une toute petite allusion au fait que ces braves gens sont quand même des guerriers, essentiellement. Ça fait partie que c'est leur culture. C'est une culture de relations difficiles avec leurs voisins, pour ne pas dire autrement. J'ai dit que j'allais parler d'autres gens, que de gens connus, que Turnbull ou Chagnon. Chagnon, il a eu des ennuis à l'infini pour avoir décrit les Yanomami comme il les a décrits. On l'a accusé d'avoir délibérément provoqué une épidémie de rougeole. Il a dû se battre pendant des années contre cette accusation. Il en a finalement été libéré. Une commission s'est réunie pour prouver que tout ça c'était des inventions de la part de gens qui n'aimaient pas ce qu'il disait. Et malgré ça, l'association des anthropologues américains a décidé de refuser ce rapport qui l'exonérait entièrement pour une question d'image de marque de la profession. Bon, c'est consternant, c'est affligeant, mais voilà. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que moi aussi, j'ai travaillé j'ai eu de la chance de travailler, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, avec des gens avec qui il y avait les moyens de vivre. Mais dans les séminaires, en particulier les séminaires où nous écrivions des thèses, moi j'ai connu des gens qui avaient fait du travail de terrain et qui ont abandonné l'anthropologie parce que ce qu'ils auraient eu à dire n'aurait pas été acceptable pour la communauté des anthropologues. J'ai connu des gens qui avaient fait du travail en Nouvelle-Guinée et qui disaient, une société comme ça, où les hommes torturent littéralement leurs femmes, où ils sont d'une brutalité, où dans un acte de colère ils peuvent tuer leurs enfants, moi, ça me reste en travers de l'estomac. Alors est-ce que j'écris ma thèse là-dessus, ou est-ce que je vais faire autre chose? Et ces gens sont allés faire autre chose. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils avaient vu n'existe pas. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que les peuples sont bizarres. Les peuples sont bizarres. Et il n'y a pas que du bien à en dire. Le problème de l'anthropologie, à part les questions, je dirais, de com, ont été depuis très longtemps un tiraillement entre une réflexion de type évolutionniste, en disant il y a du progrès,
Ça a été un progrès quand on a quand on a supprimé le tribunal de l'Inquisition. C'est important dans notre histoire qu'on puisse dire c'était une bonne chose qu'on ait fermé les bureaux de l'Inquisition. Il faut que nous puissions regarder notre histoire, chacun, et dire ça c'était un progrès, c'était mieux après qu'avant, ou c'était pire après qu'avant. C'est important qu'on puisse le faire. C'est important que nous puissions nous représenter nous-mêmes comme étant allés dans la bonne direction. Alors, est-ce qu'il faut que nous refusions absolument de regarder les autres avec le même type de regard? Ça pose des problèmes quand des gens qui viennent d'ailleurs avec leurs coutumes les font chez nous. Est-ce qu'il faut accepter ce que nous considérons nous comme de la torture dont il vaut mieux qu'on ne le fasse pas, ou comme de mutilations qui sont insupportables? Personnellement, je sais qu'il y a une ligne de crête extrêmement difficile entre un relativisme où on dit bah, chacun a ses habitudes, chacun des goûts et des couleurs, on ne discute pas, et une vue de type évolutionniste en disant il y a des progrès dans la manière dont nous nous conduisons. Alors vous le savez sans doute si vous regardez certaines de mes vidéos, si vous écoutez mes cours à la VUB d'où je vous parle, vous le savez sans doute que moi je considère que ces questions-là, on peut se perdre à l'infini à couper les cheveux en quatre sur ce qui est un comportement moral ou ce qui est un comportement éthique, mais qu'on peut poser des critères de type, je dirais, objectif. Est-ce qu'on veut avoir des villes avec 1 million d'habitants? Si oui, ben, il faut un certain type de police, il y a un certain type de gouvernement, un certain type de justice pour le rendre possible. Si on veut pas ça, si on veut se contenter d'être des bandes de cueilleurs-collecteurs, chasseurs-cueilleurs-collecteurs, de 150 personnes au maximum, très bien, c'est un choix qu'on fait, en sachant que les contacts entre ces différents groupes ne sont pas nécessairement pacifiques, que parfois ça conduit à des situations où ce sont essentiellement des groupes en guerre que l'on voit, en guerre permanente les uns avec les autres. Quand on pose un regard de ce type-là, je dirais à la limite, comment dire, sur la ligne de crête entre une perspective évolutionniste et une perspective relativiste, on peut quand même tenir un certain nombre de discours. On peut dire dans un monde où il y a 7 milliards d'habitants, il y a des choses qui sont difficiles à tolérer et il y en a d'autres qui sont tolérables ou même encourageables. À partir de là, je dirais d'un simple constat. Alors on peut aussi se dire, ben, il vaudrait mieux faire baisser ce nombre. Bon, pourquoi pas. Essayons de ne pas le faire brutalement s'il faut le faire. Mais pensons surtout dans les contextes où nous sommes et pensons surtout, ça c'est une leçon de monsieur John Maynard Keynes, pensons surtout à la brutalité possible, à la brutalité éventuelle des transitions entre des États que nous considérons comme souhaitables, ou vers des États que nous considérons comme souhaitables. Ceci pour dire la chose suivante, c'est que dans les rapports entre les groupes, entre les cultures humaines, tout type de discours disant nous sommes les seuls êtres humains et les autres n'en sont pas, ou nous sommes le peuple élu et les autres ne le sont pas, produit des difficultés dans les rapports entre les hommes. Ça va mieux quand on considère on est tous pareils, quelles que soient nos différences culturelles, quelle que soit la différence de nos religions, quelle que soit la différence de la manière dont nous nous organisons, si on considère dans les limites de ce qu'on considère nous comme supportable, par exemple qu'une société où les hommes torturent les femmes systématiquement et tuent éventuellement leurs enfants dans un acte de colère, que ça c'est des choses que nous ne pouvons pas supporter, nous pouvons vivre ensemble. Dire je suis le peuple élu, d'abord ça vous crée beaucoup d'ennemis, et on en a déjà assez, je dirais, naturellement, sans devoir s'en créer supplémentaires, et ça expose à des difficultés infinies. Ça ne veut pas dire que ça donne un droit quelconque aux autres de vous massacrer, non plus. Non plus, ça ne doit pas être une excuse pour se débarrasser de vous. Ça ne peut pas être une excuse non plus pour avoir des comportements qui sont intolérables. Si on considère que l'apartheid, excusez-moi, si on considère que l'apartheid en Afrique du Sud était une mauvaise chose,
Alors il faut considérer que l'apartheid dans n'importe quel type de pays est également une mauvaise chose. La difficulté, c'est comme quand on critique la finance et qu'on est obligé de faire des explications très compliquées pour dire pourquoi il faut le critiquer et qu'il ne suffit pas de dire c'est tel groupe justement, c'est parce qu'ils ont telle religion, c'est parce qu'ils ont telle apparence physique, c'est parce qu'ils appartiennent à tel groupe culturel que ces gens se conduisent de telle ou telle manière. Il faut pouvoir faire la même chose sur le plan politique. Il faut pouvoir distinguer les êtres humains qui appartiennent tous à une même espèce de leurs différences culturelles et de ce qui est tolérable et de ce qui ne l'est pas. Alors dans cette perspective-là, je crois que nous devons, réfléchir à ce genre de choses et encourager par exemple, je ne sais pas s'il y a des rabbins qui me regardent, connaissant mon public, oui, il doit y en avoir. Si vous pouviez tenir un discours de type « nous sommes tous pareils », il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de gens qui sont meilleurs intrinsèquement que les autres, je crois que ça rendrait un grand service à tout le monde. Et si vous êtes un prêtre d'une toute autre religion que celle que je viens de mentionner indirectement, sans dire son nom, je crois que votre devoir, vu le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde où il faut essayer d'avoir des relations pacifiques, devrait être un discours de ce type-là. Les religions ne sont pas toutes les mêmes, les discours politiques ne sont pas tous les mêmes. Il y en a qui permettent plus ou moins bien de vivre en bonne intelligence avec les autres. Voilà. Tout ce qui ne permet pas, surtout dans un monde où on prend l'avion, où on se déplace rapidement, où on va même sur la Lune, aux grandes dames de certains Indiens d'Amérique du Sud, il est important de ne pas tenir des discours d'exclusion vis-à-vis des autres. Et ça s'applique absolument à tout le monde. Alors, celui qui fait preuve de racisme, il ne faut pas le tolérer dans cette attitude-là. C'était pendant la Révolution française qu'on a dit « pas de liberté aux ennemis de la liberté » et c'est un principe qu'il faut, à mon sens, qu'il faut maintenir. On ne peut pas, dans une situation qui est donnée comme la nôtre, simplement décréter la liberté, c'est le grand truc des libertariens, on va décréter la liberté pour tout le monde à partir de maintenant, et ceux qui sont pauvres auront le droit de rester pauvres comme ils le sont, et ceux qui sont riches auront le droit d'utiliser leur argent de la manière dont ils le veulent, comme ils le font maintenant. Ce n'est pas un bon principe, ce n'est pas un principe applicable, parce que nous sommes dans une situation de grandes inégalités, de grande, méchanceté des uns vis-à-vis des autres, et on ne peut pas simplement les entériner en déclarant la liberté pour tout le monde, parce que cette liberté n'a pas le même prix pour tout le monde, dans le monde qui nous est donné. Parce que les possibilités que nous avons d'être libres sont plus ou moins bien définies pour les uns et pour les autres. Pour les uns, c'est une liberté quasi infinie, pour les autres, c'est une liberté quasiment nulle. Alors dire la liberté pour tout le monde, ça n'a pas de sens. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que j'essaie de dire? J'essaie simplement de vous faire profiter un petit peu de l'expérience qui est celle de ma profession, de sa grandeur, la grandeur de la profession d'anthropologue, aussi de ses faiblesses, et du fait que malheureusement la profession d'ethnologue fonctionne comme les autres, c'est-à-dire que les questions d'image par rapport à la question de vérité prévalent parfois de manière tragique. Il ne faut jamais, ça sera ma conclusion, il ne faut jamais laisser les questions d'image prévaloir sur les questions de la vérité. La vérité a émergé dans notre culture d'une manière bien particulière. J'ai consacré un livre qui s'appelle « Comment la vérité et la réalité furent inventées ». Dont le titre lui-même est relativiste, il montre que des notions comme la vérité et la réalité, ce sont des productions culturelles. Mais ça veut dire aussi que ce ne sont pas nécessairement des créations culturelles sans une nécessité intérieure, qui ne renvoie à rien. Les cultures ont produit des choses qui vont au-delà d'elles-mêmes. Je deviens un peu hégélien, mais il faut parfois l'être. Il y a des choses que Hegel appelle l'esprit, qui n'est pas la même chose que le Saint-Esprit dans la religion chrétienne, mais il y a des choses qui nous transcendent nous-mêmes, et il faut les reconnaître, et il faut les reconnaître dans tous les sens du terme. Il faut avoir un respect pour elles, et reconnaître leur existence. Voilà, à la semaine prochaine.